Donc, bonjour à tous. C'est bon. Nous allons prendre encore une minute pour donner le temps à ceux qui sont. Donc, à 14, nous allons parler chrétien. Ok, il n'y a personne qui connaît. Moi, je ne sais pas. Donc, look smart. Comment le loup mange un bon à Madame Coco? Et une fois de plus, bonjour à tout le monde. Et on le suit. Merci à ceux-là qui sont connectés d'avoir pris de leur temps pour participer à ce webinaire. Donc, nous sommes à la deuxième série de ce webinaire organisé avec le thème sur les outils de surveillance épidémiologique. Donc, nous avons commencé la semaine dernière avec ce thème sur les outils de surveillance. Vous savez, vous n'êtes plus sans ignorer que c'est une année assez particulière où il y a beaucoup de mises à jour en termes d'outils de surveillance. Et il était donc bon que nous puissions faire des webinaires pour expliquer un peu toutes ces mises à jour-là, toutes ces nouveautés-là, ce qui est en train de se passer, ce vêtement, nous sommes en train de partir. Donc, je profite encore pour rappeler que la plateforme ECO est une plateforme disponible au niveau central comme au niveau régional. Nous voulons vraiment qu'elle soit vulgarisée et que ce type d'activité puisse se passer à, à tous les niveaux de la vie sanitaire. Donc, cette semaine, aujourd'hui, nous allons démarrer avec la deuxième série
Lucie et Camille, j'espère qu'ils sont déjà connectés. Nous avons trois principaux orateurs, notamment M. Thomas, Mme Aminata et M. Lucas Québec. Donc, sans plus tarder, nous démarrons directement le webinaire. Et je vais passer la parole à M. Thomas, qui va nous entretenir sur les outils de notification individuelle et le tracker CBS. Donc, qu'est-ce que S'il vous plaît, nous ne vous entendons pas. Est-ce que dans la... Personne ne nous entend. On ne vous entend vraiment pas, s'il vous plaît. Personne ne vous écoute c'est comme si personne ne vous écoute. Parce que tout le monde se plaint même dans le chat. S'il vous plaît, on n'entend pas. Est-ce que là maintenant c'est bon, les gens nous écoutent? Monsieur Tamar, s'il vous plaît, on ne vous écoute pas. S'il vous plaît, check your micro. Ok, là, vous devez écouter. Est-ce que... Ok. Est-ce que là on nous suit, s'il vous plaît?
Est-ce que là, on vous écoute? C'est bon. C'est bon. C'est bon, là, vous me suivez maintenant. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, je suis déjà. Pas pour les autres, si eux, ils suivent déjà. De notre côté, c'est bon. Alors, en guise de contexte, jusqu'à présent, les données collectées au niveau central, au niveau du Cameroun, étaient des données agrégées dans la plateforme DHS2. Alors, comment ça se faisait? On recevait les fiches étaient collectées au niveau des formations sanitaires, remplies au niveau, pour certains au niveau du district, et puis renseignées dans le DHS2. Mais sauf que cette pratique que nous avions avant, avec beaucoup de limites, on avait un problème quand on faisait des analyses au niveau de certaines variables qu'on n'arrivait pas à identifier. Ça, c'est les limites qu'on a rencontrées dans l'ancienne pratique. Et aujourd'hui, avec la transition et l'intégration des formulaires individuels, on arrive à avoir certaines informations clés sur les patients. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour la phase pilote au Cameroun, on a commencé l'année dernière avec 5 variables. Aujourd'hui, nous sommes à 9, MAPIC et MEF. Entre autres, on peut citer la méningite, la rougeole, la gifrase aiguë, la fièvre jaune. On a ajouté d'autres pathologies telles que le monkeypox, le syndrome de Rippo et les fièvres hémorragiques. Alors, l'objectif de cette pratique, alors de l'intégration des CDS, est de passer à échelle pour cette année à la vulgarisation de cette approche. Il va sans dire, il va sans dire qu'on a commencé très lentement l'année dernière et pour ce qui est de cette année, on aimerait que toutes les maladies sous surveillance au Cameroun fassent l'objet d'une surveillance rapprochée, notamment une surveillance au cas par cas, diapo. Alors, la notification au cas par cas ou individuelle consiste à recueillir et à transmettre au niveau supérieur des informations détaillées sur chaque cas ou cas confirmé de maladie. Il faut dire que la notification se fait au moyen d'un outil de collecte de données tel que le FEL et les trackers. Il existe deux types d'outils de notification individuelle. Nous avons les formulaires physiques, les papiers physiques. Nous avons les outils électroniques tels que le DHIS2, qui est l'outil utilisé au niveau du Cameroun. Diapo. Alors, ici, nous avons ici présenté un formulaire de notification individuelle qui se présente 4 stages. Alors, le premier stage de ce formulaire est la partie identification. Il faut dire que pour ce qui est de la partie identification, les districts ou les régions d'appartenance. Autre chose, la partie prélèvement est celle-là qui renseigne sur le type et la nature du prélèvement effectué. On peut voir, entre autres, la date et l'heure de la collecte de l'échantillon et la date d'envoi. Diapo. 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 Voilà. Alors, la quatrième partie qui est celle du laboratoire. Alors, il faut dire de manière claire que pour ce qui est de ce nouveau formulaire,
l'une des avancées est que sur un formulaire, on peut voir intervenir tous les acteurs du système de santé. Contrairement à ce qui se faisait avant, on peut avoir, par exemple, sur une fiche comme celle-ci, lorsque la formation sanitaire détecte un cas, le cas, la fiche est remplie au niveau de la formation sanitaire, transférée dans l'outil dédié. Et une fois que l'échantillon est prélevé et transmis au niveau du laboratoire et que les résultats sont connus, on peut revenir sur l'outil électronique, rouvrir cette partie-là et puis renseigner. Ici, on peut dire que l'une des choses qui nous permet de voir que nous avons fait beaucoup d'avancées et qu'on a plus de disparités d'informations concernant les données qui sont renseignées. Alors, c'est quoi, alors pourquoi le tracker CBS? Le tracker CBS est un ensemble de modules de collecte des données individuelles et détaillées. Il est organisé par programme, ce qui est l'équivalent d'un registre de patients ou d'autres outils de collecte de données. Alors, l'intérêt de cet outil est que sur un seul module, on peut retrouver plusieurs formulaires. Or, contrairement à avant, ce qui était fait était que pour chaque module tracker, on avait un formulaire. Ça fait que pour ce qui est de la surveillance épidémiologique, ça nous ferait pratiquement 26 formulaires à développer au module, à développer dans le DHIS2. Donc, avec l'avancée des CBS, on a développé juste un module qui nous permet d'intégrer tous les formulaires. Alors, il suffit simplement de cliquer sur un formulaire pour voir apparaître les champs à remplir concernant ce formulaire-là. Donc, ça, c'est justement l'une des choses qui nous ont fait penser à un tel module, Diapo. OK. Ici, présenter le module CDS Tracker. Alors, il faut dire que pour avoir accès à ce module, simplement qui est paramétré dans le DHIS2, voilà les étapes qu'il va falloir suivre. Alors, l'une des premières étapes, ici est l'étape d'accès au module. C'est maintenant dans le DHIS2, il faut partir dans la partie module et les formulaires sont paramétrés, CBS est paramétré dans le module Tracker, dans l'ensemble des modules dans le DHIS2. Une fois que cela est fait, il va falloir enregistrer le formulaire. Et il faut dire que pour un formulaire, il faut aller dans la partie enrôlement. Et l'enrôlement d'un formulaire, il faut l'identifier au niveau des unités d'organisation. Donc, comme on l'a dit depuis le début, les formulaires sont paramétrés pour chaque unité d'organisation. Donc, alors, pour ce qui est de la partie identification, alors, la partie identification est celle qui précise les paramètres individuels sur le patient et sur la formation sanitaire. Il faut dire que sur cette partie, on va retrouver des informations telles que la date de prélèvement, on a des informations telles que le numéro d'identification, on a les informations personnelles sur le cas telles que le sexe, les informations sur l'âge. L'un des stages est le stage sur le diagnostic clinique. Alors, le stage du diagnostic clinique nous présente simplement les informations relatives aux antécédents vaccinaux sur le cas. On va retrouver, par exemple, certains signes cliniques que présentait le cas lors de la notification, alors lors de la détection de ce cas-là. Diapo. Diapo. Alors, une fois que les différents stages remplis, parce qu'on parle ici de 4 stages, une fois que les différents stages remplis, on vérifie simplement que certains champs qu'on appelle champs obligatoires, cela sera précisé bien plus bas, certains champs qu'on appelle champs obligatoires étant bien remplis, on finit l'intégration des données et on valide sur compléter.
Non, reviens. Alors, pour ce qui est de la demande d'examen, alors, ce qui est à préciser ici, c'est que chaque fois que nous finissons de remplir un formulaire et qu'il est transmis, si on a des informations supplémentaires sur le cas que nous voulons remplir, d'autres examens que nous avons eu à prélever, des échantillons que nous avons prélevés en vos laboratoire, on revient simplement sur le formulaire, on fait cette demande d'examen complémentaire qu'on remplit et on renvoie. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous a fascinés quand on sait qu'une fois que les formulaires individuels sont remplis et qu'ils sont soumis, il n'y a plus possibilité de renseigner des examens supplémentaires. Contrairement au CBS qui nous permet de renseigner d'autres examens une fois que le formulaire est parti. Donc, on peut revenir ouvrir un formulaire qui avait déjà été complété, on l'ouvre et on remplit l'examen supplémentaire. Diapo. Alors, en guise de conclusion, pour ce qui est des bonnes pratiques, pour les variables de type date, ici, pour les formulaires qui ont déjà été remplis, il faut simplement sélectionner d'abord l'année de remplissage, puis le mois et enfin le jour. Toutes les variables ayant été mentionnées d'un astérisque font objet de variables obligatoires. Autre chose à savoir ici, c'est que si à la fin de la saisie ou de l'enregistrement d'un formulaire et qu'un message d'erreur apparaît, il faut simplement se rassurer que tous les champs obligatoires ont été remplis et renseignés avant l'envoi du formulaire. Sur ce, je vous remercie. Ok, donc nous disons merci à M. Tamar qui a quand même respecté le temps alloué pour la présentation. Je sais que c'est un exercice pas toujours facile. Donc, je vais prier à tout le monde, comme méthodologie, que si vous avez des questions, préoccupations, notez-les quelque part dans votre bloc-notes et puis à la fin, nous allons revenir dessus. Donc, je note que le tracker CBS est un outil du DHF2 que l'on peut utiliser pour la surveillance au cas par cas. Alors, CBS signifie Case-Based Surveillance et le tracker, comme nous le savons, on traque les cas. Donc, il a ses particularités, ce tracker-là. C'est que dans un seul et même outil, on peut faire des notifications de plusieurs mappés différentes. Je pense que c'est l'un des avantages du tracker. C'est que la partie identification, on identifie un cas, mais on peut avoir plusieurs maladies qu'on renseigne sur le même formulaire. Donc, ça, c'est assez intéressant. L'autre remarque intéressante que je trouve, c'est la possibilité de les renseigner par le laboratoire directement. Vous qui êtes acteur de la surveillance, vous savez que souvent, lorsqu'on a un cas suspect au niveau opérationnel, il faut envoyer la fiche d'investigation, il faut envoyer l'échantillon au laboratoire et souvent, on n'a pas les bonnes informations qui nous reviennent concernant le laboratoire. Mais avec le tracker, lorsqu'il y a une investigation qui a été menée, on saisit toutes les données dans le CBS par rapport à la maladie spécifique. Et même et seul outil, on a tous les renseignements sur un cas suspect bien spécifique. Et nous savons tous que le fait d'avoir des données individuelles, ça permet d'avoir des analyses plus approfondies et de faire une meilleure évaluation du risque et puis de répondre à un événement si besoin. Alors, nous allons passer la parole à M. Bakubek pour la deuxième partie sur les outils de notification individuelle de la filière sentinelle de la grippe. Alors, M. Bakubek, à vous la parole. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter les outils de notification individuelle de la filière sentinelle de la grippe. Le plan de présentation est le suivant. Nous allons faire une introduction, des définitions. C'est quoi la surveillance sentinelle de la grippe, les outils de notification et les modules de notification dans le diapo. Déjà, il faut dire que les grippes sont responsables de plusieurs grandes pandémies dans l'histoire, notamment la grippe espagnole en 1918 et en 1919, l'épidémie de SARS-CoV dans plusieurs pays en 2002,
l'épidémie de MERS-CoV en 2012 et la pandémie de COVID-19 en 2019. Diapo. Dans cette diapositive, nous allons donner quelques définitions. Est considérée comme cas suspect de chenille de Palme toute personne ayant une infection respiratoire aiguë depuis moins de 10 jours avec une fièvre mesurée à une température supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, une toux ou mal de gorge et ne nécessitant pas une hospitalisation. Est considéré comme cas confirmé de syndrome grippal toute personne remplissant les critères d'un cas suspect et présentant les résultats d'analyse positifs obtenus par un laboratoire de référence, dont les résultats des tests H5N1 sont acceptés par l'OMS comme constituant une confirmation. S'agissant du COVID-19, est considéré comme cas confirmé de COVID-19 toute personne dont le test diagnostic antigène ou PCR a confirmé l'infection par le SARS-CoV-2 COVID-19. Diapo. Et est considéré comme un cas suspect de syndrome respiratoire aigu sévère toute personne présentant un antécédent de poussée fébrile, une fièvre consignée par écrit, c'est-à-dire supérieure ou égale à 38 degrés Celsius, et au moins un symptôme d'affection des voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire toutes les difficultés à respirer et les souffles courts, et une présence à la radiographie thoracique d'infiltration pulmonaire compatible avec une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ou résultat d'autopsie compatible avec une pneumonie ou un SDRA sans cause identifiée, et enfin, aucun autre diagnostic ne permet d'expliquer totalement la maladie. Diapo. Dans quelle est la conduite à tenir face à un cas confirmé de COVID-19? Si le cas est confirmé, il faut notifier immédiatement. Il faut confiner le patient soit dans une formation sanitaire, soit à son domicile. Appliquer immédiatement les mesures de PCI. Traiter et prendre en charge selon le protocole national. Faire des prélèvements du cas et des contacts asymptomatiques. Conduire une investigation autour du cas et enfin faire le suivi des contacts. Diapo. Maintenant, il faut dire que de manière générale, la surveillance de la grippe se fait par la notification dans la fiche mappée, mais une surveillance spécifique a été mise en place, notamment la surveillance sentinelle de la grippe. Mais c'est d'abord quoi la surveillance sentinelle? C'est une surveillance qui est effectuée pour les affections spécifiques dans une cohorte, c'est-à-dire une zone géographique ou sous-groupe de population, afin d'évaluer les tendances dans une population plus importante. Qui est généralement concerné par cette surveillance? Ce sont les formations sanitaires ou des sites de notification. Maintenant, la mise en œuvre de la surveillance sentinelle de la grippe débute en novembre 2007 avec la mise en place d'un réseau dans la ville de Yaoundé sous l'initiative du ministère de la Santé et du CPC. C'est par la suite que le réseau s'est étendu dans toutes les régions du Cameroun, avec également la création des sites SARI. Donc, on peut voir dans cette diapositive l'organisation et le fonctionnement de la surveillance sentinelle de la grippe. Entre 2021 et 2023, on est passé de 16 à 19 sites sentinelles, notamment 5 sites dans la région du Sahel, 4 sites dans la région du Nord, 2 dans la région du littoral, 2 dans la région de l'Ouest et 1 site dans toutes les autres régions. 10 sites sont à la fois Sahel et IBI, et 9 sites sont seulement IBI. Deux tiers des sites sont des formations sanitaires privées et chaque semaine, on doit recevoir 4 ou 8 échantillons selon la taille du site. Cette diapositive présente le suivi de notification de la surveillance sanitaire. Cette notification est faite dans le DHCD par les sites sentinelles qui saisissent les données. Ces données saisies peuvent être visualisées comme on peut le voir partout les niveaux de la pyramide sanitaire. Une autre notification ici est également faite directement des sites sentinelles vers le CPC par la transmission des fiches et des échantillons, mais aussi du CPC vers la DNF par la transmission des résultats de laboratoire. Une autre information est également faite entre tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Diapo. Maintenant, ici, nous allons vous présenter le formulaire de notification
est demandé. Ce formulaire donne des caractéristiques sur le nombre total de cas de coordination de la semaine. Pour les sites ILI, on a des informations sur l'âge, la consultation, les affections fébriles, l'infection respiratoire aiguë, les syndromes d'hypo et les hypovirales nasopharyngés effectués. Et pour les sites SALU, on a des informations sur l'âge, si le patient a été hospitalisé ou pas, les infections respiratoires aiguës sévères, si le patient est décédé et si les hypovirales nasopharyngés ont été effectués. Pour le formulaire de notification individuelle, il présente des informations sur les critères d'inclusion, les caractéristiques géographiques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, les signes cliniques, les signes de gravité des enfants, les traitements, les paramètres, les comorbidités et les résultats de laboratoire. Maintenant, dans le DHCF2, la notification des cas de syndrome grippaux peut être faite dans 3 modules, notamment le module saisie des données pour les données de type agrégé, le module saisie et le module saisie tracker pour les données de type individuel, comme vous pouvez le voir dans la diapo. Donc, quelles sont les actions qui ont été menées par rapport à ces différentes fiches? Il y a eu la traduction en anglais des fiches devenues bilingues, la formation des acteurs à l'utilisation Il y a eu la formation des acteurs à l'utilisation des fiches et à la saisie dans le DHCF2 et enfin la modification des plans d'âge de la fiche de notification hebdomadaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. D'accord, nous disons merci à M. Bouvet qui nous va annoncer un peu ce que c'est que la surveillance sentinelle de la grippe, également les outils qui sont utilisés, notamment le circuit de notification de la grippe. Donc, nous voyons que nous avons des sites déjà dans toutes les régions du pays et 2/3 sont des formations sanitaires privées. Donc, c'est également des éléments d'analyse de données qui se sont ajoutés au niveau de la surveillance dont il faudrait tenir compte. Par exemple, moi, avec Covid, bien que nous sommes en train de préparer la transition de l'urgence Covid dans la routine, nous commençons déjà à nous intéresser à ce qui est capté dans le site sentinelle de la grippe afin de faire des comparaisons avec ce que nous avons comme données Covid. Donc, c'est également l'occasion d'inviter tout le monde à procéder de la même manière dans les régions, de s'intéresser au site sentinelle et de se rassurer qu'on capte les bonnes données là-bas. La semaine dernière, déjà, nous étions revenus sur les définitions, les différentes définitions entre SARS, Covid et puis grippe sentinelle. Donc, je pense qu'il est bien de maîtriser tous ces concepts-là afin de collecter ces données de la même manière à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, nous allons poursuivre avec Mme Koto de chaque bureau d'évaluation suivi. Chaque bureau suivi évaluation des activités de santé maternelle à la DSF. Donc, qui également a 10 minutes pour nous faire sa présentation sur les outils utilisés à ce niveau. Vous avez la parole. Merci à tous. Donc, je commence par dire que l'outil SDMPR, c'est la surveillance des systèmes maternels périnatal et post. Et là, le plan va présenter les différents outils que nous utilisons, les appeler à tous les niveaux, le suivi de notification et les perspectives. Pour ce qui est du contexte, la surveillance des systèmes maternels, comme on en parle, c'est l'identification, la collecte d'informations, l'analyse des cas, les recommandations pour l'évaluation. Et au départ, les outils qui étaient là, qui étaient révisés parce qu'il y avait des incompréhensions, des confusions dans certains items. Pour le remplissage de certains items, faire le renseignement même des outils et la faible transmission des outils parce que la paix savait qu'il n'est pas bien rempli, il ne le transmettait pas. Et il y avait une difficulté pour l'analyse de ces cas. D'où
la révision de ces outils pour mettre des informations pertinentes et utiles. On a aussi dû classer le cours selon la cible 10 et le tableau récapitulatif de 3 hectares qui est à l'aide de la fiche d'éducation. Diapo. Donc, pour ce qui est de la fiche d'éducation des lycées maternels, elle se présente comme on le voit, la partie d'identité a été bien modifiée parce que là, pour la information sanitaire, on a bien précisé quel type de soins est en masse, c'est le SOLU ou c'est le SOLU. Donc, pour voir si l'offre des soins qu'ils ont placés à leur niveau ou c'est pas à leur niveau, là, on peut déjà agir. Et il y a une identité claire sur l'identité de la patiente parce qu'on a eu des cas où, après, quand vous renvoyez une formulaire d'identification, vous n'avez pas de repère sur le cas. Donc, on a bien pu avoir l'information claire pour identifier la défunte, la date et l'heure du décès, les causes présomptives suivant la CIM 10, comme je l'ai dit. Et puis, il y avait aussi l'analyse de 3 retards pour qu'on puisse classer, savoir où agir et la période de décès. Est-ce pendant l'accouchement, la grossesse ou alors dans le postpartum? Il fallait aussi identifier les responsables qui ont rempli la fiche. C'est pareil pour la fiche de décès. Donc, les groupes des causes sont classés par groupe de causes. Donc, nous passons directement à la fiche d'investigation des décès. Donc, pour ce qui est des décès maternels, nous avons les composants d'identification, grossesse et consultation prénatale, l'itinéraire avant l'hospitalisation. Et si jamais elle est hospitalisée, on voit donc tout ce qui a été donné comme paquet de soins et comment le travail d'accouchement s'est passé, et puis les interventions qui ont été mises en œuvre. Et pendant qu'on fait l'investigation des multi-naissances, c'est les mêmes informations qui sont là, juste que on a des détails sur le décès et la prise en charge du nouveau-né, soit quand il arrive à l'attention sanitaire ou dès qu'il est sorti. Et ceci est fait par l'équipe du district qui fait investiguer accompagner l'attention sanitaire et dans les 48 heures suivant la notification du décès. Donc, pour ce qui est de la fiche de revue, puisqu'après la notification, on investigue, on fait la revue, c'est les mêmes informations qui sont là, juste que après l'investigation, après l'intervention, on a les détails sur le décès, pour ce qui est des revenus de décès maternels. Et pour la fiche de revue, après la prise en charge du nouveau-né qui est dans l'investigation santé, on a dans les facteurs constitutifs et les états critiques. Et la revue est faite par l'équipe d'information sanitaire, le district, la région, parfois aussi le niveau central participe, ces sont là. Et ça se fait dans un délai d'1 mois. Donc, c'est pour dire qu'au moins, il faut être au total dans 1 mois, en effet. Ce n'est pas pour dire que c'est après 1 mois qu'on fait un décès. Donc, à diapo, pour ce qui est de l'activité par niveau, le point focal SDMPR de l'air au niveau de l'aire de santé est chargé de faire la recherche active de cas, identifier et notifier ces cas, et rendre anonyme les documents de la communauté et compiler ces sources, faire des résumés et transmettre au niveau du district et le faire en continu. Au niveau de la formation sanitaire, les acteurs sont les majors des différents services de l'hôpital. Le point focal SR de l'hôpital, le point focal santé de production du district ou de l'hôpital, le point focal PTME, le chef de district, le gynécologue, pédiatre, surveillant général, responsable de la fonction sanitaire, chef de district. Ça, c'est les acteurs. Et ils ont pour activité d'identifier et notifier les actions qui sont menées, la collecte de données sur tous les décès, rendre anonyme tous ces documents, compiler les sources, faire des résumés des cas, les transmettre au district. Et en tout cas, ils doivent aussi participer à l'investigation et à la revue des cas. Et s'il n'y a pas de décès, on peut aussi faire la revue des échappées belles, ça veut dire les cas qui devraient mourir et ont échappé. Et s'il n'y a pas d'échappée belle, ils peuvent aussi passer en revue des recommandations antérieures. Et tout ceci se fait parfois de façon continue, l'investigation dans les 48 heures, comme on l'a dit, et la revue dans les 1 mois au trop tard. Donc, pour ce qui est du district, c'est toujours les mêmes acteurs, mais seulement on ajoute donc le président du comité de gestion du district et le président du comité de santé. Et en plus de ce que tous cela font, ils font aussi des feedbacks à la formation sanitaire pour les rapports qu'ils ont reçus et le font donc de façon continue. Pour ce qui est du niveau régional, les acteurs, c'est le chef du bureau de l'information sanitaire, le point focal surveillance MAP, point focal PTM, le directeur de l'hôpital régional, responsable de la Fonds régional pour la promotion de la santé, le responsable du CFP, les médecins chefs de district, les représentants des partenaires techniques et financiers, les représentants des institutions professionnelles,
Les représentants des secteurs apparentés, les points focaux SR du district, point focal SDMPR, le chef de brigade de contrôle des activités de soins et de santé. Et ils ont pour activité coordonner la gestion des données au niveau régional, assurer la gestion des données au niveau central, faire des feedbacks des recommandations au district de formation sanitaire, participer au comité SDMPR du district, compiler ces données, préparer le comité SDMPR au niveau régional, participer, cartographier les décès, identifier les actions qui doivent être mises en œuvre au niveau régional et soutenir les districts dans la mise en œuvre des actions et faire des feedbacks au niveau postes régional. Au niveau central, le secrétaire général, c'est lui qui est le président du comité et il est assisté du directeur de la santé familiale, du directeur de la lutte contre la maladie épidémique, secrétaire technique du PLMI, le sous-directeur de la lutte contre les épidémies et pandémies, le sous-directeur de la santé de la population, chef service santé maternelle le chef service santé de l'enfant, le chef du bureau de évaluation d'activité santé maternelle à la DSF, le chef section de programmation, planification et évaluation au PLMI, le chef de l'information sanitaire au ministère, les délégués régionaux, les responsables des hôpitaux centraux. Ils ont pour activité d'analyser les rapports des régions, déterminer les niveaux de mortalité ainsi que les tendances, déterminer la distribution géographique des mortalités, réexaminer les recommandations régionales, publier les recommandations et données, mener une enquête confidentielle sur les décès, publier et diffuser le rapport de l'enquête confidentielle à l'échelle nationale à tous les parties prenantes, rédiger et publier un rapport sur la SDMPR, faire les plaidoyers pour éclairer les politiques sur la planification, la mobilisation des ressources et coordonner la mise à jour des documents, la formation, l'orientation des prestataires des soins et l'observation des documents. Et le comité national se fait de façon semestrielle. L'enquête tous les 3 ans, le rapport annuel, c'est annuel. Donc le circuit reste le même de la communauté au niveau central, mais en cas d'urgence, le district peut notifier directement au niveau central et à la région simultanément. Et c'est à partir des studios que les données peuvent être extraites si les formations sanitaires prennent à nous envoyer. Donc, comme perspective, nous prévoyons élaborer les SOP des outils révisés, valider les outils, les traduire en langue anglaise, produire ces outils, les disséminer au niveau opérationnel, former les acteurs à l'utilisation de ces outils, introduire le tracker SDMPR dans le DHS2 et former les acteurs à l'utilisation du tracker et évaluer le système de surveillance des systèmes maternels et périnatals. Merci. Ok, merci à Madame pour cette présentation qui nous donne beaucoup plus d'éclairage sur les outils qui sont utilisés dans la surveillance des soins maternels, périnatales et post. Je note également qu'il y a eu un gros travail de forme qui a été fait au niveau de la DSF concernant les outils. Je pense que les outils sont vraiment de meilleure qualité et permettent de capter beaucoup plus d'indicateurs clés. Je me rappelle qu'au départ, même, au niveau des mappés, je pense qu'on avait que le décès il y avait plein de confusion là-bas, donc aujourd'hui, on a essayé de dissocier tout ça. Maintenant, on sait qui est qui de manière claire. Je vois également que, comme ils ont avancé, je crois qu'ils ont déjà la soif d'avoir de meilleures qualités de données et ils veulent passer déjà au tracker. Donc, ça veut dire que c'est encore une autre pleine utilisation du DHS2. Donc, nous pouvons tous nous rendre compte que pratiquement tous les programmes tendent à utiliser le tracker. Je sais également que même au niveau de la tuberculose, bon, ce n'est pas dans le cadre de ce que vous voulez. Je sais que le programme de lutte contre la TB également est déjà passé au tracker. Donc, on tend vers ce type d'outil. On veut des données encore plus intéressantes, des données individuelles. Et je sais qu'il va même se poser, je vois déjà une contrainte qui va se poser au niveau du tracker, c'est-à-dire c'est l'identification de l'individu. Parce qu'il faudrait bien qu'on puisse, dans tout mon tracker que nous avons déjà, se rassurer que si M. Mouangé a été un cas suspect dans une maladie spécifique, qu'on puisse vérifier que ce n'est pas la même personne qui est captée au niveau de la TB ou du paludisme
etc. Donc, je sais qu'il y a d'autres problématiques qui vont arriver à ce niveau. Alors, avant de passer la parole à nos invités en ligne, je vais peut-être voir si nos experts sont connectés et s'ils ont quelque chose à dire. Donc, Monsieur Sakibo, s'il nous suit, de tout ce que nous avons eu à dire là, je sais que M. Sakibo est un expert en DHS2 et il aura parfois de tout ce que nous sommes en train de faire, de ce vers quoi nous tendons. Donc, M. Sakibo, pour votre prise de parole, nous vous écoutons. Ok, merci Mwangue. Je ne sais pas si vous me recevez. Je suis connecté sur le téléphone avec la restriction. J'espère que vous me recevez. Ok, super. Alors, juste ajouter que, en fait, l'aspect même de CBS, le tracker CBS, c'est vraiment pouvoir joindre à la fois la notification du cas, mais aussi le suivi de l'échantillon. Donc, je sais que par le passé, de nos expériences dans la sous-région, les gens étaient en mode fichier Excel. Il y a un micro qui doit être éteint. Albin, tu éteins ton micro. Bon, ok, donc laissons continuer. Alors, ça permet quand même d'avoir à la fois les mêmes informations au même endroit. C'est-à-dire, dans le passé, il y avait les données de notification, c'est-à-dire quand l'information sanitaire ou le district notifiait le cas, c'est sur un fichier Excel au niveau des laboratoires qui ont eu leur propre base et jamais il y a eu de relation entre les mêmes fichiers. Et donc, à partir de ce système CBS, on aura rapidement en même temps ce lien-là qui est plus facile pour mieux suivre ce cas-là jusqu'à sa classification finale. Mais aussi, avec ce que l'équipe vient de présenter, on peut aussi sortir les alertes par rapport au seuil épidémique et consort. Et cela aussi peut être retransmis vers le niveau district, région et le niveau où le cas a été signifié, si c'est le cas. Et il faut aussi ajouter que là, on a beaucoup plus parlé de l'aspect saisie des données, mais il y a aussi l'analyse de données qui est là. Donc, vous avez déjà des dashboards prédéfinis qui sont déjà dans le système, mais aussi, normalement, on doit aussi avoir euh, des documentations sur comment analyser les données liées au tracker. Vous êtes actuellement habitué avec tout ce qui est agrégé, mais aussi il y a l'aspect des outils pour analyser les données liées au tracker, les event reports, les line listing app. Donc, n'hésitez pas toujours à aller vers les dashboards pour rapidement voir ces outputs. Mais aussi, je vais exhorter la DELMEP aussi de pouvoir partager ces documentations-là pour permettre à tout un chacun de mieux asseoir son expérience en termes d'analyse de données liées au tracker et consorts. Merci. Vous me recevez? Très bien, on vous a saisi. Oui, donc voilà. Voilà ce que j'avais à partager en attendant les feedbacks ou les questions des uns et des autres. Merci. Ok, merci Sakibo. Nous voyons bien l'importance de l'utilisation du travail dans la surveillance de routine. Alors, je vois la main de notre deuxième expert, M. Raoul Dembot. Je vous donne la parole à vous. Ok, merci à tous, merci au panel. Simplement pour ajouter la plus-value
de l'utilisation du tracker dans la surveillance. Euh, pour, Nous avons parlé des fichiers Excel qui étaient utilisés avant. Et il faut aussi noter l'un des inconvénients de ces fichiers Excel, c'est qu'il y avait plusieurs saisies à plusieurs niveaux. Ça veut dire que le district de santé, la région doit ressaisir, le laboratoire doit ressaisir l'information. Mais avec le tracker aujourd'hui, on se retrouve à une saisie unique. Donc la saisie est unique aujourd'hui. Et comme la saisie est unique, on se retrouve avec une information qui est partagée rapidement à toutes les parties prenantes. Donc voilà, on n'a plus besoin de passer par les boîtes mail pour donner une information. Tous les acteurs du système de santé sont directement informés de la situation d'un cas dans le système. Ce qui facilite la rétro-information rapide. Ensuite, nous avons eu beaucoup d'expérience avec les mappés. Les mappés vont être aussi caractérisés vont être aussi appelés comme surveillance agrégée. L'utilisation du tracker dans le système aujourd'hui permet une triangulation rapide entre les données individuelles, ça veut dire que les données investiguées, et les données qui ont été renseignées dans la surveillance agrégée. Donc, rapidement, on peut savoir s'il y a eu des... Rapidement, on peut savoir... Allô? J'ai l'impression qu'il y a un micro ouvert là. OK. Je disais que rapidement, on peut savoir est-ce que les données agrégées qu'on avait dans le système, est-ce que c'est comparable aux données individuelles qui sont dans le même système? Si on prend le cas des maladies évitables par la vaccination, on a d'un côté la rougeole qui est renseignée à travers les mappés et la rougeole qui est saisie dans le case-based surveillance. Les deux informations étant sur la même plateforme, on peut rapidement faire une triangulation pour se rassurer de l'exactitude de l'information. Donc ça, c'est quelques petits points que nous pouvons ajouter pour renforcer l'idée selon laquelle il faut avancer dans ce type de système pour améliorer la qualité de la surveillance. Merci, Christian. D'accord, merci, M. Mba. Nous voyons tous l'importance de l'utilisation du tracker dans notre système et l'avantage du fait d'avoir dans le même système les données agrégées et les données désagrégées. Ça veut dire qu'on peut avoir des dashboards qui vont au quotidien nous informer sur les différences qu'il y a en termes de données individuelles et de données agrégées. Donc, ce serait vraiment intéressant que nous basculions vers une utilisation pleine de ce tracker. Alors, nous allons maintenant prendre quelques préoccupations des participants. Il y a des messages qui ont été écrits et je ne sais pas s'il y a des mains levées. Alors, on commence par quoi? On commence peut-être par élaguer les questions qui sont dans le chat rapidement. Pour l'instant, on peut nous les lire. Okay. Voilà, s'il y a des questions dans le chat. Il y a tout en haut, là, je vois la question. Bon, programme de santé, on va commencer. Il y a beaucoup, hein. Alors, on va prendre plus comme ça, je pense. Il y a quand même beaucoup de questions. Alors, ceux qui sont connectés, je sais qu'avec la plateforme Eco, on peut poser des questions directement dans la plateforme. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Donc, ceux qui se sont enregistrés dans le séminaire, je pense qu'il y a Il y a une personne, il y a Gafi qui demande est-ce que la distillerie est exclue cette année? Oui, pour cette année. OK. Merci. Je nous avons la question. Donc, Sénégal. Sénégal. Vos micros, il y a beaucoup de micros ouverts.
OK, merci pour la question de M. Gafli concernant l'intégration de la dystérie dans le CBS. Il faut dire que dans notre présentation, on nous a fait savoir que ça, ce serait vraiment l'idéal, que toutes les 26 maladies sous surveillance puissent faire l'objet d'une surveillance. Voyez-vous, on a cette année paramétré un formulaire individuel sur les événements. On a un formulaire qui est paramétré sur les événements de manière ouverte pour capter tout autre événement de santé. Même ce formulaire sera intégré dans le formulaire CBS. Donc, il va sans dire que dans les prochains jours, dans les prochains mois, que la dystérie fasse partie de cette surveillance rapprochée et intégrée dans le DHIS2. Ce n'est pas exclu. Merci. D'accord. Donc, en gros, nous sommes à une phase pilote pour le CBS en matière de surveillance. On a choisi un certain nombre de pathologies, mais progressivement, on va ajouter d'autres pathologies. Donc, peut-être ça n'a pas été dit. On a pensé cette année que le remplissage se fera au niveau central parce qu'on ne veut pas surcharger les régions et les districts cette année. Il y a déjà beaucoup de choses. Déjà, le formulaire de notification est mappé. On est passé de 2 variables à 18 variables. C'est déjà le temps d'adaptation peut être déjà long pour les signes d'information sanitaire que nous avons. Donc, pour le CPS cette année, on récupère toutes les fiches d'investigation et on va les renseigner nous-mêmes au niveau central pour la phase pilote, avec le nombre de mappés qui ont été présentés dans la situation que M. Lamarck a fait. Donc voilà ce que nous allons faire cette année pour le tracker CBS. Okay. Alors, on peut prendre une autre question. Une question, je voudrais savoir si le feedback à tous les niveaux est systématique en matière de surveillance. Bon, c'est une question générale, c'est pas spécifique. Alors, le feedback à tous les niveaux est systématique. On le fait. On en a discuté encore avec une équipe de l'OMS tout à l'heure. Le feedback se fait de plusieurs manières dans nos différents canaux. On a un groupe WhatsApp, on a le DHIS2, on a des plateformes d'échange, on a des réunions de coordination, on a des points focaux coaching, niveau central, niveau régional. On a également nos réunions de surveillance tous les vendredis avec les partenaires. Donc, le feedback se fait à tous les niveaux en utilisant tous ces moyens de communication. Alors, est-ce qu'on va prendre une ou deux questions en salle? Est-ce qu'on peut voir les noms ici? C'est uniquement Raoul qui C'était pour compléter la question du feedback avec les avantages du tracker. Pour dire ceci, que avec le tracker maintenant, toutes les composantes du système d'information de la surveillance sont sur la même plateforme. Le district de santé, les investigateurs, le laboratoire. Du coup, tous les cas positifs sont toutes les personnes qui ont autorisation à accéder à la plateforme ont les mêmes informations. Ça veut dire que maintenant, côté feedback, on a un avantage que l'information du laboratoire est partagée directement. On n'a plus besoin d'un mail. On n'a plus besoin d'un mail supplémentaire. L'information est partagée directement. Le devenir du cas est connu par toutes les personnes du système de surveillance. Du coup, on est plus proactif aujourd'hui. Avant, pour qu'un district de santé se rende compte qu'il a une épidémie, il fallait lui envoyer des mails. Le jour où il ouvre sa boîte mail, maintenant, sachant que c'est sur la même plateforme qu'il va travailler, l'information du laboratoire est directement partagée dès qu'il y a les résultats. Et lui, à son niveau, depuis le district de santé ou la FOSA, est informé du devenir du cas qu'il a investigué au départ. Donc ça, c'était pour compléter l'information du feedback si on s'oriente sur le tracker MEF, le tracker DHIS2, je veux dire. D'accord, merci. Alors,
Il n'y a pas de main levée, c'est ça? Il y a plus de main levée, il y a encore de questions. Ok, donc une autre question. S'il vous plaît, je voudrais savoir si le programme de santé maternelle, néonatale et infantile a déjà été implémenté dans tous les districts de santé de Yaoundé. On dit le programme de santé maternelle, je ne comprends pas. Mais la santé maternelle, c'est dans tous les districts de la promotion sanitaire. Si peut-être pas de la santé maternelle, il est aussi activé dans tous les districts, mais il y a une lenteur dans les activités de ces districts. Donc, c'est pourquoi on doit avoir régionalisé le comité SDMP à tous les niveaux. D'accord, je vois beaucoup de questions sur les formations à propos des trackers et autres. Comme je dis, ce sont des nouveaux outils et vous savez généralement que les formations suivent après. Donc, que ce soit que la DNN, la DSF soit. Donc, en fonction de la disponibilité des fonds, les formations vont se faire. Donc, on va commencer, comme vous le savez, avec la région et puis ça va descendre au niveau des districts. Donc, au fur et à mesure que les outils seront utilisés, les formations vont suivre selon les financements disponibles. D'autres questions? Bon, il y a une personne qui dit, j'aimerais savoir si la SDMP n'inclut pas aussi la notification de décès de néonatal. Si ça inclut, puisque tout à l'heure on a présenté la fiche de notification des décès, morts, naissance et décès néonatal, et la fiche d'investigation, la fiche de revue aussi. Donc ça inclut. Mais il y a une faiblesse pour la tenue des décès néonatales, des morts, naissance. Okay. C'était la dernière question. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a plus de mains levées. Il est 15h10. Ce webinaire est peut-être pour une heure. Donc, nous allons continuer à animer ces webinaires sur les outils, sur la surveillance. Donc, on va partager les présentations. J'ai vu dans les questions, est-ce qu'il y a les versions en anglais? Donc, nous allons faire l'effort d'avoir les présentations dans les deux versions. Je pense que celles qui sont actuellement disponibles sont en français, mais je pense que pour les prochains webinaires, nous allons nous donner le défi d'avoir les présentations dans les deux langues. Donc, si vous êtes inscrit normalement dans le webinaire, vous pourrez télécharger les différentes présentations. De même, vous recevoir les certificats de manière automatique aussi. Donc, je tiens à rappeler que la plateforme ECHO est disponible au niveau central comme au niveau régional. Donc, si vous avez besoin d'un appui technique, nous avons l'équipe du cours qui est là, qui pourrait vous appuyer. On va avoir la certification. Afin que de tels webinaires, que vous puissiez également les faire au niveau du district. Oui, oui, peut-être une chose avant que M. Mwang ne conclue. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on expose ici, vous pouvez partager avec nous via le lien ou alors l'adresse qui vous envoie les mails. Donc, si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on discute pour ce qui est de la partie gestion des données, ces thèmes sont la bienvenue. Ensemble, on pourra voir comment vous préparer des présentations et venir présenter celle-ci avec vous. Merci. OK, donc, voilà, disons merci à nos experts qui nous appuient, les experts nationaux et même internationaux. Donc, merci de continuer à nous appuyer dans ce travail de surveillance. Le défi de cette année, c'est vraiment la qualité des données, c'est l'appropriation des nouveaux outils. Nous sommes en train de mettre des stratégies en œuvre pour que cette année, nous puissions quand même faire un pas intéressant en termes de qualité de données dans le DHIS2, avec un suivi plus accru de tout ce qui est investigation menée. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de 7 mois de cela. Ça veut dire que pour tout cas notifié, on a un délai de 7 jours maximum pour faire une réponse. Et pour ça, il faut que dans les 48 heures,
il y ait maximum, il y ait une évaluation de risque, il faut qu'il y ait eu des interventions, il faut que les données aient remonté et que les outils soient enseignés. Donc, nous sommes engagés dans ce processus-là et nous voulons qu'ensemble, donc, nous puissions prendre le relais à bien sur la surveillance. Donc, bonne fin de journée à vous tous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous également. Merci. Bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci, merci. Hey, Grand Théodore.